toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le jeudi 26 juin. Au sommaire, une bousculade mortelle en Centrafrique. Un mouvement de foule à Bangui provoque la mort d'au moins 29 personnes. Le président annonce 3 jours de deuil national. Nous évoquerons aussi dans ce journal la situation à Gaza. 56 Gazaouis ont été tués aujourd'hui par l'armée israélienne. Pendant ce temps-là, à Bruxelles, au sommet de l'Union européenne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dénonce un génocide. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ce nouvel échange de prisonniers aujourd'hui. Et puis en fin de journal, elle va ambiancer ce soir le New Morning. La chanteuse Queen Rima, vainqueur du prix RFI Découverte, est en concert ce soir à Paris. Le chaos, la colère et la tristesse à Bangui et plus largement dans toute la Centrafrique au lendemain d'un mouvement de foule meurtrier au lycée Barthélemy Boganda. Les élèves de terminale passaient leur épreuve de baccalauréat lorsqu'une explosion est survenue. S'en est suivi une panique générale, une bousculade. François Mazet, le gouvernement annonce un bilan provisoire d'au moins 29 morts. Le ministère de la Santé a comptabilisé au moins 29 morts et 260 blessés ont été pris en charge. Hier, en milieu de journée, plus de 5300 élèves de terminale débutaient leur examen d'histoire-géographie au lycée Boganda, un des plus grands de Bangui. Le gouvernement a expliqué qu'au même moment, des employés de la Société nationale d'électricité étaient en intervention suite à une panne, mais qu'au rétablissement du courant, un transformateur a explosé. L'intensité de l'explosion et la fumée ont généré un mouvement de panique générale et des bousculades. Dans un message vidéo, le président Faustin Archange Touadéra a présenté ses condoléances aux familles. Il a annoncé 3 jours de deuil national. En attendant la suite de l'enquête judiciaire qui déterminera les circonstances de ce drame et les responsabilités éventuelles, j'exhorte le peuple centrafricain à faire preuve de solidarité pour traverser dignement cette dure épreuve. Un deuil national de 3 jours sera déclaré. Le gouvernement est instruit d'assister les familles des victimes et les blessés. La République reste aux côtés des parents des victimes en ce moment d'épreuve. La principale plateforme de l'opposition a pour sa part dénoncé l'irresponsabilité des autorités, voyant dans le drame le symptôme d'un État démissionnaire. François Mazet, dans votre journal en français facile. L'actualité sur le continent africain, c'est aussi ce naufrage d'une pirogue hier sur le fleuve Niger. L'embarcation effectuait la traversée entre la localité béninoise de Malanville et Gaïa, côté nigérien. Bilan au moins 10 morts. Les recherches se poursuivent à l'heure actuelle. La traversée du fleuve Niger permet de transporter voyageurs et marchandises entre le Bénin et le Niger, puisque la frontière terrestre entre les deux voisins reste fermée du côté nigérien depuis le coup d'État à Niamey il y a près de 2 ans. Il n'hésite pas à employer le terme génocide pour qualifier les attaques d'Israël sur le peuple gazaoui. Après plus de 20 mois d'un conflit meurtrier, la population de Gaza est au bord de la famine, alertent les Nations Unies. La défense civile de Gaza annonce qu'aujourd'hui 56 personnes, dont 6 qui attendaient de recevoir de l'aide alimentaire, ont été tuées par des tirs israéliens dans différents secteurs du territoire palestinien. Pendant ce temps-là, en Europe, à Bruxelles, devant ses homologues de l'Union européenne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qualifie de génocide la situation dans la bande de Gaza. Il réclame par ailleurs un accès immédiat et urgent à l'aide humanitaire dans tout le territoire palestinien. Le sommet de l'OTAN terminé, de nombreux membres de l'Alliance Atlantique participent aujourd'hui au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Et dès le début de cette réunion, le Premier ministre belge est revenu sur la mise à l'écart de Volodymyr Zelensky au sommet de l'OTAN. Pour lui, le président ukrainien a été mis de côté pendant cette réunion.
Je déplore que pendant le sommet de l'OTAN, l'Ukraine était là, mais n'était pas vraiment à la table. Je pense que c'est vraiment regrettable et qu'aujourd'hui l'Europe doit montrer qu'on est encore 100% derrière l'Ukraine. Les 26 pays, c'est 26 sauf la Hongrie qui n'est pas pro-Ukraine, que les 26 autres pays doivent aujourd'hui donner le signal qu'on est derrière le peuple ukrainien qui se bat pour notre liberté et qu'on va continuer le soutien et même essayer de renforcer notre soutien. Certainement avec un renouvellement de sanctions, j'espère qu'on peut trouver un consensus là-dessus. Je suis très optimiste, mais aussi peut-être déjà aujourd'hui adopter un nouveau paquet de sanctions pour nous découpler de l'énergie fossile de la Russie totalement. Se couper des énergies fossiles de la Russie, comprendre ne plus acheter gaz et pétrole à la Russie, c'était le Premier ministre belge. L'Iran et l'AIEA sont inséparables, c'est en substance ce que dit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie. Pour Raphaël Grossi, la coopération de l'Iran avec l'AIEA sur son programme nucléaire reste une obligation, alors que l'Iran cherche à s'éloigner justement de cette agence. Hier, notons que le Parlement iranien a voté pour une suspension de la collaboration avec l'AIEA. Aujourd'hui, c'est le Conseil des gardiens de la Révolution, organe en charge d'examiner les lois en Iran, qui annonce être en faveur d'une suspension de cette coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, quel est le rôle de cette agence? À quoi sert-elle? Quel est son pouvoir? Arim Lipold nous éclaire sur le sujet. Créée en 1957, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, avait à l'origine une mission bien claire, encadrer et développer l'usage civil du nucléaire à des fins pacifiques. Mais 11 ans plus tard, tout change avec la signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires. La mission de l'agence devient plus stratégique. L'AIEA se transforme alors en véritable gendarme du nucléaire mondial. Concrètement, ce sont ces inspecteurs qui se rendent sur le terrain pour vérifier que le pays signataire respecte leurs engagements. Mais attention, l'AIEA n'a aucun pouvoir contraignant, même en situation de crise. Elle ne peut qu'émettre des résolutions sans valeur juridique. En cas de catastrophe nucléaire, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, l'agence a répondu présent pour apporter son aide et son expertise. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, les tensions autour du programme nucléaire iranien et les ambitions de la Corée du Nord représentent, selon son directeur Raphaël Grossi, les plus grands défis pour cette agence qui compte 175 États membres et qui avait reçu en 2005 le prix Nobel de la paix. Arim Lipold, venons-en à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui encore, les deux pays ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. Volodymyr Zelensky affirme qu'aujourd'hui, des combattants des forces armées, de la garde nationale et des services des gardes frontières vont bientôt rentrer à la maison. On ne connaît pas le nombre exact lors de cet échange de prisonniers. Elle est en concert ce soir à Paris. Queen Rima, c'est le nom de scène de cette chanteuse guinéenne de 27 ans. Elle a remporté cette année le prix Découverte RFI, un concours de musique organisé par notre radio pour faire découvrir de jeunes talents. Queen Rima est également surnommée la reine du dancehall et elle va ambiancer ce soir la scène du New Morning et nous fait le plaisir d'être écoutée présentement sur Radio France Internationale. Queen Rima en concert ce soir à Paris comme à Conakry. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition qui vous sera présentée par Diane Berger.